BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes, comme tous les lundis soirs, avec un industriel, le président du conseil de surveillance de Michelin, Michel Rollier. Michel Rollier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Si vous... Pardon, oui, je m'en étrangle. Si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes président de l'Association nationale des sociétés par action. On va parler de fiscalité, vous me direz, ça tombe bien avec tous les programmes économiques qui sont en train de tomber. Et puis, avec nous, bien sûr, Philippe Trainard, membre du Cercle des économistes, chef économiste de SCOR. Bonsoir, Philippe. Merci d'être là. Et Emmanuel Lechy, bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Vous avez tous entendu François Fillon, programme de rupture, programme pour les entreprises. Est-ce que vous avez été convaincu, Michel Rollier ? Pour la partie fiscale, je pense que ce qu'il propose est très proche, effectivement, de nos propres préconisations de l'Association des sociétés par action. Et je pense que, dans une certaine mesure, c'est créé... Vous savez, l'économie, elle repose avant tout sur la confiance. Et je pense qu'elle est capable, effectivement, de créer un climat de confiance auprès des agents économiques. Et vous savez... C'est la confiance qui fait l'économie. Le reste, c'est accessoire. Mais est-ce que les mesures qui sont proposées, que ça soit baisse des charges très forte, que ça soit un choc de 10 milliards, est-ce que ça, 40 milliards pardon pour les entreprises et 10 milliards de baisse pour les salariés, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Est-ce que c'est suffisant? Vous êtes un industriel. C'est vraiment très important. Mais encore une fois, au-delà du montant elle-même, on peut toujours le discuter, il y a cet aspect de confiance dans les entreprises. Et je crois que ça, c'est extrêmement fondamental. Et je pense en particulier que les mesures, on reviendra peut-être dessus, qui concernent la fiscalité des actions, qui sont en dehors de ce programme, sont extrêmement importantes. Et c'est un sujet sur lequel, qui à mon avis, mérite d'être reconnu. Fiscalité des actions, fiscalité du capital. Parce que là, pour le coup, on est toujours en train de comparer Fillon-Macron. Hein. Il y a une assez grande différence, hein, en l'occurrence. Philippe Trainard, est-ce que c'est efficace? Est-ce que le fait de renforcer encore l'offre, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui à la France, vu son état économique? Tout d'abord, par rapport à son état économique, nous avons un investissement net qui représente à peu près 1,5% du PIB. Ce niveau-là ne permet normalement une croissance que de 1% sur le long terme. Donc il faut relancer l'investissement et effectivement, pour cela, il faut que les entreprises aient des disponibilités pour relancer cet investissement. Et là, je crois que les trois leviers qui sont utilisés dans le programme de Fillon, qui sont la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF, et la baisse de la taxation des dividendes dans le cadre d'une sorte de ce qu'on a appelé une flat tax qui serait appliquée à l'ensemble des revenus du capital de 30%, eh bien ceci ramènerait en fait le taux de taxation implicite du capital en France à peu près dans la moyenne européenne, ce qui est, je crois, absolument souhaitable pour soutenir la compétitivité de nos entreprises et relancer l'investissement qui doit être relancé. Donc si je comprends bien, avant de passer la parole à Emmanuel Lechy, si je comprends bien, vous dites que c'est effectivement, comme François Fillon, c'est le seul programme économique qui faille à la France. Le seul. Mais je ne sais pas, je vous écoute, vous dites c'est très bien. Donc mais sur cette partie-là, c'est un programme à la fois cohérent et qui agit bien sur les trois leviers sur lesquels la plupart des économistes avaient conseillé d'agir. Après ça, vous pouvez mettre des pondérations différentes. Certains pourraient vouloir mettre plus sur l'IS, moins sur l'ISF, etc. Ça pourrait différencier les candidats. Mais là, en l'occurrence, en agissant sur ces trois leviers, je crois qu'on libérerait très clairement la capacité d'investissement du pays. Michel Rollier ? Tout à fait de cet avis. Et encore une fois, au-delà des ressources rendues disponibles, il y a cette confiance dans l'avenir qui serait créée par ces mesures. Vous savez, quand vous avez une taxation qui peut aller jusqu'à 100% de votre revenu, voire même le dépasser, ça pousse pas un grand enthousiasme économique. Quand on s'aperçoit que la France a réussi l'exploit d'avoir la moitié moins que l'Italie d'entreprises de taille intermédiaire, il y a quand même des questions à se poser. Justement, il veut créer le nombre d'entreprises des fameuses ETI, oui. Être entre le Mittelstand et puis la Grande-Bretagne. 12 000 en Allemagne, 4 500 en France, 8 000 en Italie. Ouais. Et là, si on avait autant qu'en Italie, il y aurait 3 millions d'emplois en plus en France. D'accord. Emmanuel Lechy, vous, est-ce que vous avez été convaincu rapidement sur le programme de François Fillon? Et surtout, peut-être que vous mettez en exergue, comme ça relancera le débat. Fillon-Macron, finalement, est-ce qu'il y a une grande différence ou pas? Oui, moi j'aimerais partager l'enthousiasme de mes camarades sur parce que effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'en laboratoire, le programme de François Fillon est sans doute
celui qui est peut-être le mieux adapté aux problèmes de l'économie française aujourd'hui. Mais la question c'est, est-ce que ce programme est faisable? Est-ce que ce programme est applicable? Il appartient à une famille de programmes dont on connaît les effets. On sait que ce type de programme, sur les 2 premières années, ce sont des programmes qui ont un impact négatif sur l'activité. Parce que vous avez effectivement une réduction de dépenses publiques, parce que vous avez une hausse de TVA, moins de fonctionnaires, et que les réformes structurelles qui sont mises en place en même temps, elles mettent du temps à produire des effets. Par exemple, si vous avez une croissance faible et que vous libéralisez le fonctionnement du marché du travail, je pense pas que Philippe me démentira, le risque c'est qu'au début, on ait plutôt même une hausse du chômage. Donc c'est un programme qui va mettre du temps à délivrer ses effets et qui va demander des efforts. C'est pour ça que je ne suis pas enthousiaste quand j'entends François Fillon essayer de gommer le côté un petit peu dur de son programme, parce que je me dis, il ne prépare pas les Français à faire des efforts. Il doit expliquer ce que c'est que cette trajectoire en V. Franchement, ça demande quand même... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notamment, il renvoie quand même beaucoup de choses à la négociation par rapport à la première version de son programme. Sur l'assurance maladie, on va négocier. Sur la rémunération des fonctionnaires, on va négocier. Là, on reste un instant sur la fiscalité. C'est important, vous avez raison. La question, c'est est-ce que le programme est adapté à la moelle du personnage? Je crois qu'en termes Parce que vous voyez, il y a un autre aspect, justement, sur à propos de confiance. Je poserai la question à Michel Rollier dans un instant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel. La relance de l'investissement va créer de la demande privée. On va avoir moins de demandes publiques, plus de demandes privées du côté de l'investissement. De plus, nous savons que sur la période récente, les déficits publics et l'endettement public n'ont pas du tout alimenté l'activité économique. C'est-à-dire qu'on a eu une demande publique qui a évincé la demande privée. Donc à ce stade, il n'est pas du tout sûr que, si l'on prend l'ensemble des mesures, elles aient un effet négatif sur la demande. Et ceci parce que nous sommes à un niveau de déficit qui est excessif, parce qu'on a utilisé tous les leviers de la politique publique et qu'elle n'a plus d'efficacité aujourd'hui. Juste une question de confiance, puisque Michel Rollier, vous nous avez expliqué, c'était ça qui est important en l'occurrence, et que peut-être les mesures programmées par François Fillon pourraient apporter cette confiance. Bon, reste quand même la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'il sera capable et en mesure? Là, on fait de la politique, mais le mot confiance, c'est pour ça que c'est peut-être un tout petit peu compliqué de l'utiliser, non, Michel Rollier? Alors, c'est difficile dans un pays comme la France de faire de la pédagogie sur l'économie, où effectivement vous avez raison, mais je crois que cette pédagogie, vous savez, les Français sont quand même assez réalistes. Si on leur explique qu'il y a 2 fois plus d'entreprises de taille intermédiaire en Italie qu'en France, et qu'une des raisons de ça, c'est la complexité de notre droit du travail et une fiscalité qui rend l'avenir des ETI extrêmement mis en cause. Alors bien sûr, on va leur expliquer que ces énormes dividendes des entreprises du CAC 40, c'est 45 milliards. Mais si on leur explique qu'il y en a la moitié qui va payer les retraites des Américains ou des Anglais, peut-être que ce genre de pédagogie peut aider à une meilleure compréhension de ce que peut représenter une fiscalité qui, au bout du compte, n'est qu'à appliquer, comme vous venez de le rappeler, s'aligner sur tous les pays européens, s'aligner sur la Suède, qui est pourtant un modèle apparemment de socialisme. Eh bien, son programme n'est pas très éloigné de ce qui se fait en Suède aujourd'hui. Justement, avec à la tête de l'association l'ANSA, l'association des sociétés par action, vous avez fait un livre blanc avec il y a beaucoup de chiffres très intéressants du reste, enfin très intéressants et assez inquiétants. Vous avez fait des propositions, on va y revenir, mais sur l'actionnariat individuel en France, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Il a été divisé par 2, à la fois en nombre en part dans le patrimoine et en nombre d'actionnaires. Et encore une fois, on parle des actions des grandes entreprises, on parle aussi des actions des petites entreprises. Et c'est aussi parce qu'il manque d'entreprises tout court aussi. Vous voyez, donc quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'action. Et quand vous avez 4500 ETI dont un tiers sont déjà détenus par des capitaux étrangers, eh ben ça fait moins de place pour des actionnaires français. Oui, mais en même temps, c'est surtout que les actionnaires individuels, ils n'ont plus envie d'acheter des sociétés, des actions en l'occurrence. Oui. Si vous voulez, vous êtes actionnaire individuel, vous êtes taxé. Récurrence des crises boursières, je vous cite. Récurrence des crises boursières, alourdissement sans précédent d'une fiscalité du capital, on va y revenir. Et le troisième point, la stigmatisation de l'actionnaire qualifié au mieux de rentier. Donc là, on est vraiment aussi dans le... Alors, savez-vous que sur les 9 dernières années, la fiscalité du capital a changé 7 fois? Alors déjà, vous savez, il faut un certain courage pour acheter des actions. Deuxièmement, quand vous êtes
allemand, italien, britannique ou suédois. Quand l'entreprise a 100 à distribuer, il vous en reste 50 à 55. Si vous êtes en France, il vous en reste de 35 à 40, à condition que vous n'ayez pas d'ISF à payer. Si vous avez un ISF à payer, ça peut descendre à 0. Donc, être actionnaire dans ces conditions, ça relève un peu de l'exploit. Philippe Renard ? Oui. C'est la fiscalité ou c'est justement les crises boursières, c'est la mauvaise gouvernance des entreprises, c'est le côté aussi un peu rentier, l'image des actionnaires? Soyons honnêtes, la gouvernance des entreprises françaises n'est pas plus mauvaise que la gouvernance des autres entreprises européennes ou des entreprises allemandes. Et l'Allemagne va mieux, les entreprises en Allemagne vont mieux. De même, ce ne sont pas les crises. Les autres pays ont subi la même crise que nous, qui a été une crise mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, justement, et c'est la raison pour laquelle la demande joue un rôle moins important aujourd'hui, c'est que notre problème est un problème d'offre. Et il est d'abord, en amont, un problème d'offre de capital. Il n'y a pas, la France ne génère pas de capital. La France distribue des revenus, elle emprunte pour distribuer du revenu. C'est un petit peu la politique qui a été suivie ces dernières années, et pas seulement d'ailleurs par le gouvernement actuel. C'est pas lui qu'il faut stigmatiser plus particulièrement. Et c'est cela qu'il faut renverser. Il faut mener une véritable politique de l'offre parce que ce lent déclin que l'on veut combattre de l'économie française vient justement d'une insuffisance de capital. Oui, mais en même temps, je vais peut-être ne pas vous mettre d'accord, et je vais poser du coup la question à Emmanuel. Non, mais si je pose la question, je ne sais pas si on avait fait le calcul, les bénéfices des banques françaises ont été, je crois, de l'ordre d'un petit peu moins de 300 milliards d'euros en l'occurrence. Donc c'est une taux de distribution pour les dividendes extrêmement pour les actionnaires extrêmement importante. La hausse des salaires, je crois, accordée en 2016 dans les banques, c'est de l'ordre de 0,4 voire 0,5, Emmanuel, le chiffre. Est-ce que c'est tenable à long terme? Est-ce que c'est bien? Mais je pense qu'il y a un problème spécifique sur les banques, qui est de dire qu'il n'est pas représentatif. Les salariales en France, elles ne sont pas très importantes. Non, mais en Allemagne, elle était de 5%, donc si vous voyez, il y a quand même une différence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour grosso modo, le CAC 40 fait la moitié des profits réalisés par l'ensemble des entreprises françaises. Voilà. Donc effectivement, on peut toujours prendre en exemple la situation des grands groupes, mais elle n'est pas représentative de la situation des entreprises françaises. Et la situation des banques est encore moins représentative de la situation des grands groupes. Et là où ça pose un problème, c'est qu'effectivement, là où on pourrait être en droit quand même d'être un petit peu circonspect et même assez en colère, c'est de dire on a sauvé les banques à grand renfort d'argent public et que ces profits aujourd'hui... Oui, mais c'était pas tant là-dessus, sur le côté dividende. Donc, est-ce qu'on verse pas trop de dividendes aux actionnaires? Alors évidemment, Michel Rollier va dire que non. Philippe Renard, vous voulez réagir et après mais qui sont les actionnaires en réalité? Mais voilà, je crois que c'est la question. Qui sont les actionnaires? 45% du CAC 40 est détenu par l'étranger. Donc, si la situation française n'est pas bonne, eux, ils demandent à continuer à être rémunérés comme ils peuvent être rémunérés chez eux. C'est l'état de dépendance économique dans lequel on tombe obligatoirement dès lors qu'un pays n'est pas capable lui-même de générer un capital qui peut s'investir dans ses entreprises. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. Oui, je rectifie. Oui, c'est au total, c'est 23 milliards de profits, parce que j'étais sur les profits. Alors, peut-être sur les banques, vous pour l'ensemble des boîtes françaises, c'est une centaine de milliards. Voilà, Puis je me permets une petite remarque sur les banques. Les banques ont vu leur profitabilité, leur profit augmenter. Ça ne veut pas dire que leur taux de profit a augmenté, n'est-ce pas? On a demandé aux banques d'accroître. Les exigences en capital des banques ont fortement augmenté. Donc forcément, les gens n'ont pas apporté cet argent et ce capital aux banques sans leur demander une petite rémunération en contrepartie. Et on voit bien sûr le volume des profits qui augmente avec le volume du capital. Et comme c'est un capital qui vient de l'étranger, eh bien... Vous voyez toute la difficulté et tout le problème. Michel Rollier, parmi vos propositions, évidemment, modifier le régime d'imposition des dividendes. Mais est-ce que les entreprises, les grandes entreprises, je reviens à ma question, est-ce qu'elles ne distribuent pas trop de dividendes? Le rendement des actions en France est de l'ordre de 3%, hein, donc c'est quand même pas quelque chose de monstrueux, un rendement de 3% à peu près. Donc c'est pas excessif, si vous voulez. Et encore une fois, n'oubliez pas que les grandes entreprises françaises, c'est des bénéfices mondiaux qu'elles ont, hein, c'est pas qui ne sont pas rapportés simplement à l'activité française, qui représente souvent que 10 ou 15% du total. Donc je crois que malgré tout, le fait de distribuer permet de fidéliser des actionnaires qui sont malheureusement étrangers. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même dommage que les bons dividendes versés par le CAC 40, 45%, aillent financer les retraites des Américains, des Singapouriens ou des Norvégiens. Et puis, dans les 55% qui restent, n'oublions pas qu'il y en a une bonne moitié qui va aller dans les poches de l'État français. Donc, vous voyez, finalement, l'actionnaire français des entreprises CAC 40 n'est pas si bien gâté. Philippe Renard ? Je voudrais prolonger cette remarque en disant
où vont ces dividendes? Ces dividendes ne vont pas dans la poche de quelques personnes se payant des vacances de luxe aux Bahamas. Elles vont pour l'essentiel dans la poche d'autres entreprises qui elles-mêmes investissent et donc qui ont besoin de ces dividendes pour faire face à des engagements, etc. Elles vont vers les fonds de pension, effectivement, qui ont des engagements et qui les utilisent pour payer ces engagements et qui sont des engagements d'ailleurs tout à fait sociaux. J'ai une question. Je sais bien qu'on est sur BFM Business, qu'en plus on plutôt dans non mais c'est on est plutôt dans CSP+, etc. Mais ma question va vous paraître idiote. Je suis désolée. Mais pourquoi la fiscalité du capital c'est si important? Est-ce que finalement la fiscalité qui pèse sur les salariés c'est pas plus important? Non, parce que d'abord la fiscalité du capital, elle vous touche 4 ou 5 fois. D'abord, pour avoir du capital, il faut avoir eu un revenu que vous avez investi, donc vous avez payé de l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous êtes français et que vous avez plus d'1 million de patrimoine à peu près, le simple fait d'avoir vos actions génère un premier impôt. Ensuite, vous avez l'impôt sur le dividende lui-même. Si vous voulez céder vos titres, vous avez une taxation sur la plus-value. Et si vous voulez la donner à vos enfants ou à vos je ne sais qui, vous avez une taxation également considérable. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 5 points, sur chacun de ces 5 points, la France est totalement décalée par rapport aux autres pays. Emmanuel Chypre. Avec en plus l'idée que vous investissez et en prenant un risque. Hein. En plus, l'idée au final, c'est que le risque que vous prenez est extrêmement pénalisé, en plus par rapport à des placements beaucoup plus sereins comme l'immobilier, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de différence que ça sur la fiscalité du capital. Je trouve pas qu'il y ait tant de différence que ça entre Emmanuel Macron et François Fillon. La CSG oui, et puis sur l'ISF aussi, mais d'une certaine façon, Emmanuel Macron, lui, il veut distinguer un ISF productif et un ISF improductif. Mais pour les entreprises, ils sont à 30% tous les deux. Je crois qu'on n'a pas vu ce que François Fillon disait sur l'assurance vie, où finalement il préserve la niche assurance vie, ce que, à mon avis, Emmanuel Macron ne va pas tarder à faire non plus, parce que ça me paraît difficilement. C'est le crédit de l'État. Et oui, voilà. Et donc, je voudrais, il y a quand même la taxation du capital est importante parce qu'on est dans un régime, dans un système capitaliste. C'est-à-dire l'allocation des ressources se fait sur la base du capital. C'est le capital qui détermine où va aller une ressource fondamentale qui va déterminer qu'après ça, des travailleurs vont aller là où le capital est allé. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est très important pour l'allocation du capital. Le deuxième point, c'est que par malheur, quand vous taxez trop le capital, c'est pas que le capital va le supporter, c'est pas que les capitalistes vont devenir pauvres. Ça pas, au fond, peu de personnes, ou la majorité des gens ne s'en plaindraient pas. C'est d'ailleurs pourquoi elles ne sont pas défavorables à une taxation du capital. Mais en réalité, l'ajustement, il se fait où? Par où se répercute une taxation excessive du capital? Par le marché du travail. C'est par le marché du travail. Donc, quand vous taxez excessivement le capital va s'ajuster, il va prendre des décisions, et toutes ces décisions vont aboutir, in fine, à accroître le chômage dans le pays ou dans la région où vous êtes. Et c'est pour ça que la taxation du capital est si centrale. Michel Rollier, vous, c'est ce que vous avez expérimenté ça, parce que lorsque vous dirigiez Michelin, ce que vous avez appliqué exactement ce que vient de dire Philippe Lénard, c'est-à-dire qu'effectivement, vous faites des choix en fonction de la fiscalité, non? Tu fais des choix en fonction de la fiscalité, et puis comme les autres, on avait plus de 50 à 60% de notre capital détenu aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais effectivement, le capital, la rentabilité du capital. Aux Français pourquoi c'est important la fiscalité du capital et qu'il faut arrêter de dire que c'est un problème de riches. Mais il faut leur dire d'abord qu'il n'y a pas d'entreprise sans capital. C'est la première source de financement et c'est la seule source de financement stable. Si vous n'avez pas d'action, vous ne pourrez pas emprunter. Si vous n'avez pas d'action, l'entreprise ne tournera pas et vous ne pourrez pas faire de cash flow, de dégager de la trésorerie. Donc c'est une ressource qui est stable et durable. Vos actionnaires ne peuvent pas vous demander de leur rendre le capital sans votre accord. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, bien sûr, ça va dépendre, et la rentabilité va dépendre de bien des choses, dont le risque que vous leur faites prendre. Et donc, il est normal que certaines actions aient un rendement plus fort si elles sont plus risquées, et d'autres, au contraire, un rendement plus faible parce qu'elles sont moins risquées. Autorisez-vous à ajouter, c'est une ressource doublement rare. Le travail, les économistes considèrent que c'est une ressource rare parce qu'il faut un effort, il faut se lever le matin, aller travailler. C'est donc une ressource rare. Le capital est doublement rare parce qu'il faut que vous ayez eu du travail, puis après le travail, il faut que vous ayez eu une épargne. Donc c'est un double effort qui est fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver du capital, c'est plus difficile que trouver du travail. Non point parce que c'est un régime capitaliste, mais c'est parce que, tout simplement, c'est le produit d'un double effort.
Ouais. Est-ce que c'est un programme très libéral pour vous, Emmanuel Le Chypre? Vous disiez tout à l'heure, c'est un programme qui, sur le papier, avait l'air de convenir à nos deux invités, mais il est un peu en chambre. Pourquoi, en quoi est-il en chambre et en quoi il est en chambre, trop libéral? Moi, ce que je crains, c'est que son acceptabilité soit sérieusement questionnée à travers les efforts qui sont demandés. On voit bien qu'il y a de plus en plus de sujets qui sont renvoyés à la négociation. Est-ce que les syndicats vont jouer le jeu ou pas? Est-ce que le leadership, est-ce que l'exemplarité qui est nécessaire dans ce genre d'entreprise, Madame Thatcher était irréprochable quand elle a affronté les syndicats britanniques? Est-ce que François Fillon sera en position, par son tempérament d'abord, parce qu'il a montré déjà en tant que dirigeant et par les casseroles qu'il est en train d'accumuler? Est-ce qu'il sera capable en situation de mettre... Les costards qu'on est en train de lui tailler, Philippe Trainard. Je pense que la vraie question politique, là, elle s'était déjà posée avec Alain Juppé. Est-ce qu'on préfère un programme qui est plus original, plus restructurant, mais vous savez, éventuellement, vous pouvez vous poser des questions sur la personne, sera-t-elle en mesure de la mettre en œuvre, voire n'aura-t-elle pas des défaites, ce qui est beaucoup plus grave, ou préférez-vous, au fond, comme dans la fable de La Fontaine, dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras, je préfère un programme un peu moins ambitieux, mais dont je suis sûr que toutes les mesures seront mises en œuvre. Et là, c'est un peu le débat Macron-Fillon. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Trainard de l'UCL des économies d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Michel beaucoup. Rollier, donc président de l'Association nationale des sociétés par action, l'ANSA, avec vos propositions qu'on peut retrouver sur votre site. Merci Emmanuel Le Chypre. Tout de suite les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundy. Bonne soirée, à demain.